pour reconstruire les sociétés. Et en fait, c'est une accroche positive pour entrer dans les détails. Les praticiens vont lire, les praticiens vont le trouver plein d'inspiration. C'est donc le livre de Mena, donc ça éclaircit la voie pour les praticiens, donc avec nos partenaires UN Habitat en collaboration avec le UNHCR et les autres instances unisiennes qui s'intéressent à la documentation et le cadre normatif et la préservation des propriétés des droits, des propriétés des droits de propriété et des droits de logement. L'UN Habitat a élaboré une carte pour des moyens et des outils d'administration des fonciers et les droits, pas seulement ceux de la propriété, mais une panoplie de droits liés à la propriété, le logement, les entreprises et autres en série. Donc, on les met dans une référence, donc on les compile dans un document de référence. Et ça ça fait référence à le principe numéro 15. Et également commence à aborder un aspect qui a été indiqué au bouquin de Mina, qui est clair. Donc ce défi est un moyen de preuve pour prouver leurs droits et que les gens qui ont été déplacés pour 10 années, ceux qui ont déjà quitté pour pendant des belles lurettes, peuvent restituer leurs biens et ces documents peuvent en être les moyens de preuve. Pour avancer les solutions dans ce côté, donc, le bouquin de Mena aussi améliore la façon avec laquelle on aborde les problématiques pour trouver les solutions. Donc, ce projet renforce le principe 16, celui de ce qu'on appelle la continuation des droits de foncier, pas seulement les droits de propriété, mais aussi également les autres droits qui en découlent, à savoir les droits réels et autres, et droits liés à la propriété ou bien au propriétaire. Donc, les gens avec d'autres types de droits et aussi également les minorités. Et en fait, lorsque je parle de la documentation, les principes de Pénero sont des différents types de preuves qui sont acceptables. Le bouquin donne un exemple, les listes des différentes typologies et méthodologies qu'on va suivre et qu'on doit mettre en contribution. Je ne suis pas familiarisé avec l'administration familiarisation avec les droits de propriété. Donc, ce bouquin aide davantage à ce que les gens soient conscients de ces droits. Donc, et pour selon les données que nous avons collectées, des milliers de Syriens qui ont déjà enregistré leur doléances et des réclamations concernant la restitution de leurs biens et de leurs propriétés, qui n'ont pas aucun document, donc et aussi, mais ils ont d'autres types de preuves à part le titre de propriété, parce que leur situation de déplacement ne leur permettait pas de tout rassembler avant de quitter. Donc aussi, nous avons les listes des noms de ceux qui réclament, et les noms
anciens des membres de famille ont été enregistrés. L'ensemble du ménage est sécurisé à travers ce processus. Là, un autre aspect, un autre principe clé qui est très crucial pour l'Union Habitat, c'est l'article 8, standard de vie. L'un des défis que nous avons dans le domaine humanitaire, mon collègue John Robertson, qui coordonne avec moi, peut témoigner que les principes de Nero sont cruciaux pour renforcer d'autres aspects qui sont ignorés. Donc ces principes elles-mêmes, nous espérons aller voir mis en œuvre. C'est crucial pour nous. Donc pour tout ce que nous avons dit, pour la conciliation, pour l'asseoir la paix, et pour résoudre les différends et également prévenir les conflits. On voit que les gens qui ont en fait la propriété à réclamer sont moins dénombrés. Et ils étaient dépossédés de leur foncier, de leurs biens immobiliers. Et c'est donc les systèmes d'administration de foncier ont permis à ce qu'ils enregistrent leurs biens, et certains sont encore jeunes et n'ont pas la capacité de réclamer ces droits et de les gérer de manière personnelle. Donc, pour aborder les besoins et les stratégies en Syrie, par exemple, il y a un tiers de la population qui habite dans les logements informels, et donc on doit régulariser ces logements informels et planifier pour le nouveau plan d'urbanisme et de logement pour l'expansion des villes, et aussi régularisation du marché. Il y a un immense travail à faire. Donc clairement, l'un des aspects qui exacerbe les crises et les facteurs dans ce sens, selon nous, suivant suite à notre modeste analyse. Donc le système d'immatriculation, une fois vous resituez, donc vous serez en mesure, en vertu d'un document qui vous sera livré, à utiliser pour protéger vos droits, afin de corroborer le droit de propriété. Et finalement, point dernier, c'est l'article 15 lié. Donc, je veux donner un exemple de l'Irak. Le cas des Yazidis, c'est l'administration des terres est très importante, qui ont été inclus également dans le bouquin de MENA. Et les utilisations, les mécanismes d'immatriculation des terres, ce qu'on a parlé dans le domaine de l'administration, ou bien du secteur foncier, pour clarifier les propriétés à travers la cartographie des populations. Donc on fait la reconnaissance de ces propriétaires et les inclure dans une cartographie pour permettre de suivre une approche qui est en mesure qui peut préserver leurs droits pour la protection des droits du foncier ou bien des biens immobiliers. Donc je vais m'arrêter, je vais contenter de ça. Donc
Merci pour présenter les principes et merci pour ceux qui les ont adaptés au contexte de la région MENA. Merci beaucoup. And I want to thank vous remercie en l'état pour fragmenter ça pour l'auditoire. Nous avons beaucoup d'expérience dans l'auditoire, donc on fragmente pourquoi et comment ces principes seront appliqués. J'aimerais donner la parole à Fida Haddad, grande responsable et secrétaire de la commission du forêt et les domaines forestiers. Fida, nous avons l'immense plaisir de l'avoir parmi nous. Vous êtes l'un des grands partenaires derrière l'élaboration de ce bouquin. Donc, votre travail avec le FAO dans la région, comment ces principes peuvent contribuer à assurer les droits et contribuer à la préservation des droits de ces populations et quels seront les impacts sur les ménages et sur la sécurité alimentaire. Nous avons une image qui est très large et ça est lié aux droits de l'homme de manière étroite. Donc, nous aimerons entendre vos propos. À vous la parole. Merci pour l'introduction. C'est un plaisir d'être avec vous, avec M. Benhero ici, et mes collègues et auditoires pour ces principes très importants. Et cette année, les FAO aussi contribuent à la consolidation de ces droits, donc à travers les 80 ans, c'est consolider le droit à l'alimentation, le droit à la terre, ou bien au foncier, le droit et les ressources pour garantir la durabilité des alimentations. Et le travail du FAO est interlié et nous avons la focalisation pour assurer le bien-être et la sécurité alimentaire des gens. Donc, j'aimerais mettre la lumière de manière brève sur comment travaillent les FAO. Vous êtes conscient de la mission de FAO et le travail qu'ils mènent dans la région. Ils travaillent avec les communautés, soit les réfugiés ou bien la communauté locale, pour la gestion de leur foncier et améliorer la sécurité alimentaire et assurer une diète bien équilibrée pour l'ensemble. Donc l'implémentation, ou bien la mise en œuvre dans la région, c'est comment on va intégrer les réfugiés avec les communautés hôtes, ou bien les ATP avec les communautés hôtes, et aussi renforcer le droit d'exploitation des terres. Et si je veux donner un exemple, donc les projets au Liban, nous avons lors de la crise, soit avec les réfugiés syriens ou la crise au Liban, avec la gestion rapide de foncier. Donc, nous renforçons les droits des réfugiés pour exploiter leur foncier en collaboration avec d'autres partenaires. Nous avons fait en sorte à ce que l'ensemble des projets soient accessibles et peuvent avoir accès au foncier, soit par des plantations ou des semences, afin de garantir la sécurité alimentaire. La problématique du foncier, et c'est le droit d'accessibilité, d'en tirer les bénéfices pour les communautés locales et pour la population locale. Les problématiques dans la région MENA, nous essayons de soutenir et faire en sorte à inclure l'ensemble et ne laisser personne traîner derrière à travers des stratégies nationales de combattre la désertification au Liban et aussi la problématique de l'intégration entre les réfugiés et les communautés intégrées dans la restitution et la restauration et le soutien des activités agricoles et dans la plupart des terres au Liban. En Jordanie, nous avons des camps de réfugiés et également
l'élément clé pour la plupart des projets du FAO, et ses partenaires sont c'est la maison d'œuvre, et aussi l'inclusion des réfugiés avec les ZATP et les communautés hôtes. Les projets également, on travaille sur le renforcement de leurs capacités et le renforcement de leurs droits, et comment on va aligner les différents savoirs locaux et en tirer bénéfice et pour éviter davantage de conflits, soit entre les réfugiés ou bien avec les communautés hôtes. Les ITP ont besoin de l'inclusion économique et des ressources économiques, et ces ressources existent dans la terre avec des activités et la productivité agricole. Un autre exemple, nous travaillons pour reconstruire et restructurer la reconstruction à Gaza. La clé, c'est pourquoi les communautés reviennent à leur terre. Donc, leurs partenaires comme le UN Habitat travaillent sur la reconstruction et le droit de logement avec nos partenaires pour s'assurer que même la reconstruction des logements ne va pas impacter les terres agricoles. Toutefois, nous savons que les terres agricoles ont été impactées à cause de la guerre, aussi les produits chimiques et également les bombes. Donc ça change la fertilité la fertilité des terres et augmente la toxicité. Donc la reconstruction des terres est considérée et prend en considération les ressources environnementales et économiques et pour la productivité agricole. Beaucoup d'exemples que nous avons, c'est s'assurer que ça est en conformité avec les principes que nous sommes en train de faire dans le programme de résilience et humanitaire qui aborde la problématique des femmes et des hommes, et aussi pour y compris les actifs, bien immobiliers, et comment les différents programmes menés avec nos collègues et le travail technique, aussi les agences et les communautés dans la mise en œuvre de différents objectifs, et ça est vu de plusieurs angles de vue. Des exemples. Notre exemple, c'est la première journée, nous avons parlé d'une plateforme régionale ou bien un cadre régional pour restituer la terre pour les solutions de développement. L'une des solutions de revoir le contexte de la région et pour voir au moment du conflit, les solutions au moment du conflit et au post-conflit. Et comment restaurer la terre, y compris incluant différentes communautés, et aussi tirer le savoir rassembler les savoirs des communautés hôtes, des réfugiés et des ATP pour être en mesure de les traiter, les analyser et les utiliser à bon escient. Les principes visent avec les principes visent le renforcement des droits, et pour savoir ce qu'on peut mettre en œuvre de manière visible et de cette région qui fait face aux activités conflictuelles. Je vais m'arrêter là, à ce niveau. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je suis heureuse que vous avez parlé des droits qui s'entremêlent de manière inséparable. C'est la clé de la réalisation des droits. Et Jim Romerson sera notre prochain intervenant. Je suis ravi et je suis heureuse
d'avoir travaillé pour travailler dans la réalisation de ce bloc-là. Comment ces principes soient utilisés pour sécuriser les résolutions informelles de la procession des propriétés. Jim, je vous remercie. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Merci pour l'opportunité. C'est un immense plaisir de vous partager la discussion avec vous. Voir à ces liens entre les travaux en cours sur les propriétés et les droits de logement et aussi voir comment les réponses humanitaires vont intervenir. Donc, parlant de l'urgence et la crise, nous avons ces efforts de long terme qui ont été discutés. Ces choses ne viennent pas du vide. C'est à cause des crises et des conflits, la violation des droits et aussi l'incapacité d'accéder à un logement décent. Le HLP a une responsabilité. Nous faisons partie du groupe de travail et du système qui implique les systèmes humanitaires et pour aborder les différents besoins actuellement. HLP soutient les initiatives de protection des droits. Nous travaillons à Gaza, également en Syrie et au Soudan. Je ne sais pas si le Soudan est considéré dans la région, mais je n'ai pas consulté la carte. HLP et URC a un rôle, c'est la coordination pour maîtriser les outils et cumuler les expertises pour le travail de HLPO, les membres de HLPO. L'une des choses que j'ai mentionnées déjà, c'est pour combler les lacunes entre la justice transitoire plutôt, et en termes de mettre en place une direction à suivre, c'est une destination ou bien un checklist pour savoir où sommes-nous en train de faire et pour savoir notre destination, pour s'assurer de notre destination. Cette destination, c'est une manière de le guider. Vous avez parlé de la restitution des droits de logement et aussi pour plaidoyer avec les autorités et les États membres. Aucune solution durable sera atteinte en termes de compensation. Cet élément est très important, quelque chose sur lequel on se sent nerveux de parler, donc utilisé pour le plaidoyer. Donc on discute avec les collègues. Nous avons des remarques à faire. Est-ce qu'on insiste sur la justice qui toujours par des solutions de ce qu'on fait, spécifiquement jetant un coup d'œil au principe numéro 2, l'existence de la restitution en tant que concept et sur une base légale pour légitimer le droit de propriété des fonciers et de restitution vers les gens qui cherchent à restituer leurs biens, donc notamment les acteurs internationaux. Et je pense que c'est très important de s'assurer de parler sur les obligations et les responsabilités des États avec lesquels on travaille. Donc
les relations avec ces autorités et les communautés avec lesquelles on travaille. Donc, ce qui nous donne de l'énergie pour sauvegarder les documentations et ça en vertu du principe numéro 15. Les ménages, les communautés cherchent à sauvegarder les documentations qu'ils puissent utiliser pour le futur, dans le futur pour garantir leurs droits de propriété et garantir une zone pacifique pour vivre en dignité et avec une vie décente. Devant les exemples d'Irak aujourd'hui, il y a un rôle pour essayer de résoudre cet abus pour prévenir les évictions forcées et les déplacements forcés. Dans la préservation des documentations et des discussions, ce qu'a dit Ambretta, c'est très important pour citer des exemples de preuves, les différentes manières pour pouvoir démontrer leurs droits de propriété et les manières qu'ils ont développées pour savoir démontrer leurs droits de propriété. L'une des choses très plus importantes dans le principe est ce qu'ils sont en train de discuter, de nous rappeler que le travail qu'on fait dans le moment de crise et au moment de conflit doit être fait en connexion et en liaison avec ceux qui travaillent sur la paix, sur le développement, sur la gestion des crises et inclure les autorités et les communautés. Donc, le principe numéro 2 sur la restitution des droits de restitution et la relation avec ceux qui ont été déplacés pour pouvoir restituer leurs droits. Donc, ce n'est pas basé sur les réfugiés ni les gens déplacés. L'intégration locale ne fait pas disparaître le droit de propriété. À partir du contexte dans lequel nous travaillons, donc cycle de conflit et des crises menant au déplacement, donc nous avons beaucoup à dire. On doit être conscient de ça. Nous avons des collègues qui travaillent pour assurer le soutien en termes de nourriture et de droits. Pratiquement, donc, on combat l'éviction forcée et chercher à assurer la dignité des gens. Il y a des tensions entre les déplacements à long terme et les droits de retour et de restitution. Donc nous avons des lieux qui ont des endroits où le conflit sont dominants. Donc pour être conscient de ça, il faut suivre le processus. Donc HLP est partie des groupes de la protection des droits de population contre les aléas du conflit, c'est minimiser les risques et l'expansion de ces risques. Le principe 4, c'est l'égalité entre l'homme et la femme, quand on va contrôler la sécurité de la tenue du foncier et la restitution. Tous ces aspects sur
le logement et la propriété. Donc c'est important pour avoir des droits égaux aux femmes et aux hommes. Donc la confiscation arbitraire des fonciers et des biens immobiliers. Donc ça met en question comment atteindre la nourriture et l'alimentation. Donc c'est une question épineuse. Ça doit impliquer les sociétés civiles et les autorités ainsi que les communautés locales. C'est une étape très importante pour rendre ça très effectif. Donc les étapes pratiques, nous avons besoin de la contribution de plusieurs dépositaires d'enjeux et parties prenantes. Donc le principe 22, c'est l'appel à ces fins. Donc s'assurer que nous sommes en train de faire des connexions entre ces droits et ces principes en réponse à ce qui arrive, ce qui est lieu en Gaza. Donc les réponses de l'urgence signalées et aussi prévenir les destructions et procéder à la reconstruction. La responsabilité des acteurs internationaux doivent suivre une approche holistique et cohérente pour renforcer la protection des droits de logement et de propriété. Donc on travaille de manière indépendante, mais on travaille aussi en groupe. Donc les principes clés, c'est ce qu'on est en train de faire en temps de crise a un impact dans le futur. Nous voulons de jouer ce rôle pour essayer à faire la connexion entre tous ces actes. Nous voulons assurer que les gens vivent en paix et en sécurité, et je serai très reconnaissant d'entendre des participations. J'aimerais que vous me défiez, donc je vous remercie de votre attention. Merci Dieu pour ouvrir le défi pour nous et pour mettre la lumière sur l'importance de ces principes. Le moment de crise, vous avez mentionné les cycles de conflit sont des solutions durables. Il n'y aura pas de solution durable. Donc, je vais donner la parole à notre dernier intervenant, Ahmed Mansour. Ahmed Mansour, c'est un partenaire très important. La coalition internationale des fonciers de réseau. Vous êtes le coordinateur régional, vous voulez nous parler un peu sur les perspectives des sociétés civiles, de l'approche humanitaire pour le développement durable. C'est une approche basée sur les droits de l'homme. Donc, il nous parlait des opportunités et des défis pour mettre en œuvre ces principes. Merci de m'avoir invité à cette session. Je remercie les UNHABITAT, le FAO, et permettez-moi de faire mon intervention en arabe. Je vais essayer de résumer mes points clés en arabe. الدقائق المحدودة المتاحة لي هحاول أعمل تلخيص سريع للنقاط الرئيسية اللي جهزتها للمداخلة. في البداية لازم نضع في اعتبارنا أن هناك
مسألة ضخمة جدا لموضوع النزوح الداخلي. عندنا تقريبا 30 مليون نازح في الإقليم، وفي تقديرات أخرى ب 33 مليون وفقا للإحصائيات اللي أجراها زميلي جوزيف من شبكة هو الأرض والسكن، واللي تم تلخيصها من معظم المؤسسات والهيئات الدولية اللي معنية بمراقبة النزوح الداخلي نتيجة الصراعات أو حتى نتيجة حدوث الكوارث الطبيعية. فإلى أي مدى إحنا À quel point nous parlons d'une grande crise pour des années, qui peut continuer pour des années, s'il n'y a pas un plan de longue durée, de long terme, pour la justice et l'équité des victimes de déplacements internes. Donc on va continuer à vivre la même situation actuelle. À travers notre expérience de cybersécurité avec le traitement de beaucoup de cas au Yémen, au Soudan, au Syrie, ou même au Liban, nous avons tiré des conclusions et nous avons envoyé des lettres à nos gouvernements ou bien des instances civiles pour pouvoir traiter les causes principales de déplacement et la perte des propriétés des sociétés victimes de ces conflits et ces crises. Donc nous avons des cas de déplacement et nous cherchons à soutenir les communautés victimes. C'est de passer de l'assistance humanitaire à la phase de développement durable, inclusif et juste, parce que c'est le développement durable ne garantit pas la justice pour l'ensemble des communautés victimes de violations des droits de l'homme. Donc la deuxième stratégie, c'est la concentration sur le modèle basé sur les droits de l'homme, qui doit être la question centrale dans la construction et le renforcement des droits. Il y a quelques obstacles que nous avons rencontrés lors de notre expérience dans la région. Je vais essayer de les mettre dans un point, souhaitant que les chefs de gouvernement puissent les prendre en considération pour rendre les principes de droit international et droit international humanitaire suivent une trajectoire pratique, et aussi s'il n'y a pas de volonté politique des gouvernements, donc nous allons rien réaliser. Une volonté pour résoudre les problèmes et aussi restituer les droits des déplacés. Donc il y a trois éléments, donc la réforme des institutions, l'ensemble de l'État, donc commençons par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les autres institutions et départements de l'État, et renforcer les capacités des communautés avec les municipalités, les autorités locales, et renforcer l'idée de l'intégration des communautés, surtout les communautés hautes avec les réfugiés, et les autorités locales pour renforcer les engagements de l'État pour mettre en œuvre tout ce qui a à voir avec le renforcement, plutôt la mise en œuvre des principes et des droits de l'homme, pour fournir le logement, les documents légaux, surtout pour les cas de déplacement de longue durée au Liban, par exemple, en Syrie. Le deuxième obstacle, on trouve, c'est la séparation des pouvoirs, l'impact
de pouvoir judiciaire par de l'absence d'une volonté politique de la part du pouvoir exécutif. Je suis en train de résumer, pour respecter le temps, le principe de l'équité et de dédommagement sont très importants parce qu'il y a des remarques que nous avons, les législations et les lois, c'est pas seulement suffisant parce que ça peut aider à restituer les biens. Donc ça aide on doit assimiler les engagements internationaux pour dédommager les victimes de déplacements forcés. Troisième obstacle, on trouve dans les États qui souffrent de déplacements internes et aussi la dominance, bien la souveraineté des coutumes tribaux, des tribales, et l'idée de l'état de droit, prenant en considération l'approche genre. Donc la coutume impose la force des grandes tribus, ce qui crée des disparités entre les différentes tribus. C'est qui mène vers l'exclusion de certaines classes, certaines catégories sociales, donc ou bien les droits de la femme deviennent marginalisés ou bien violés. Donc on doit documenter à quel point on peut contribuer à renforcer les capacités des communautés locales qui jouent un rôle important dans la contribution de changer la culture des communautés, aussi en termes notamment dans le renforcement des droits des personnes vulnérables. Pour prendre en considération, il faut qu'il y ait des programmes de restitution des fonciers et des droits de propriété. Pour réaliser la stabilité et que les victimes soient en mesure de restituer leurs droits et leurs biens. Donc, on a tendance généralement à ne pas donner de l'importance à la restitution des biens et des droits, des dédommagements et l'équité pour les victimes, pour les opportunités disponibles au niveau international, pour le dédommagement des victimes de déplacements internes, des programmes onusiens, et aussi les principaux relatifs aux droits de l'homme contribuent tous pour renforcer les principes de droit international humanitaire et des droits de l'homme et confirment les engagements des gouvernements dans le respect des droits internationaux. J'aimerais ajouter 2 points et je termine. La première, il est très important qu'il y ait l'autonomisation des victimes pour collecter les informations et évaluer les pertes et les dommages. Et deuxième point, c'est nous appelons la Ligue arabe à donner un poste important au niveau régional pour permettre de lancer des initiatives pour débattre les principes essentiels et les questions
législation interne afin de renforcer les droits de propriété et de restitution des biens perdus, et surtout dans les pays qui souffrent de déplacement. J'essaie de traiter tous les points et je vous remercie de votre attention. Aucune excuse doit figurer, Ahmed, donc je suis heureuse que vous avez mis l'accent sur, en tant que praticien, les États ont des obligations pour achever ces droits et pour réaliser ces droits. Le rôle du bouquin pour fournir de l'orientation pour l'ensemble et définir comment on peut travailler dans ce paysage. J'aimerais ouvrir le débat pour certaines questions. Avant un auditoire compétent. J'aimerais vous remercier tous pour être ici. Le débat est ouvert pour les questions-réponses. Je pense que je dois avoir quelqu'un qui m'aide ici. Donc vous êtes tous les bienvenus pour subir le challenge, le défi. Donc nous espérons aller de l'avant. Personne n'a une réponse parfaite, donc c'est une discussion. Nous sommes en train d'échanger les idées. Merci. Merci, je m'appelle Joseph. Est-ce que vous avez mentionné quelque chose que je ne peux pas éviter, c'est l'histoire très profonde de cette question d'initiative sur le transfert des populations, sur la restitution de propriété. Ce fait de ce qu'on est en train de faire, c'est notre travail, c'est d'essayer, de rendre les principes de droit de l'homme opérationnels et pratiques. C'est la beauté de ce livre, c'est un témoignage pour la praticité des droits de l'homme et des obligations et le renforcement bien la mise en œuvre des obligations des États. Également, la conciliation nationale, c'est très importante. Autre suggestion que je pourrais ouvrir, comment les panélistes vont voir l'applicabilité de ce bouquin pour les déplacements qui sont imminents à cause des changements climatiques. C'est une question, ce bouquin sera traduit pour ces contextes dans le futur, donc ce bouquin a un futur brillant. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai une question pour le professeur Penero. Concernant les menaces contre les organisations chargées des réfugiés palestiniens en Europe, les menaces de fermer d'autres offices en Palestine, comment pouvez-vous qualifier la situation? Je serais heureux d'entendre de vous et qu'est-ce qu'on peut faire concernant ça. On va prendre d'autres questions et on va procéder à la réponse d'une manière globale. Merci beaucoup. Je m'appelle Salah Aboukashoua, de Centre de durabilité, de gouvernance de la terre et de l'environnement. Je veux partager 2 points sur le déplacement, le cas du Soudan. Beaucoup de gens ne peuvent pas entendre de ça, donc il y a plus de 10 millions de déplacés à cause de la guerre. C'est équivalent
le nombre de populations de Belgique, par exemple. Ce que vous ne voyez pas aux médias, c'est où se sont dirigées ces personnes déplacées. Ils ont été accueillis dans des villes et villages qui ont été délaissés par leurs grands-pères et leurs ancêtres anciennement. Donc, beaucoup de ces villages ont accueilli des millions de gens, mis à part les cantonnements au niveau des terrains. Donc, elle est basée sur la pratique de communauté et sa culture. Donc on peut dire que 9,9 millions, 9 millions et demi des populations habitent au niveau des villages qui ont été déplacés. Donc c'est une exode inverse. Ça nous pousse à réfléchir de certains principes de dinero. Donc il y a au Soudan, avant 3 semaines, des gens ils ont occupé des maisons d'autrui et les gens qui cherchent à restituer leurs biens confrontent les gens qui les ont occupés sous prétexte que ces derniers les ont épargnés du pillage. Donc c'est plus ou moins donc c'est une situation belliqueuse. Donc le propriétaire d'origine, le vrai propriétaire donne un temps de plus pour celui qui l'occupant, comme un acte de remerciement pour avoir protégé son bien contre le pillage. Donc, c'est une reconnaissance et on peut en faire on peut faire des principes de généraux, une configuration pour la situation du Soudan. Donc, nous aspirons à aller de l'avant. Donc, avant que le Soudan ait été séparé, donc nous ne voulons pas que le Soudan soit isolé. Donc, ça a été très vaste auparavant. Donc, le Soudan est toujours dans la région MENA. Juste pour corriger l'information de ceux qui n'ont aucune idée pour penser, si le Soudan fait partie de la région MENA. Merci, je suis de l'agent de la Coalition internationale des fonciers. Merci de votre contribution. Ahmed a parlé de le développement durable et développement juste et holistique. Lorsqu'on parle de règles de travail, donc la question pour la NRCC, vous considérez que le développement durable se tient en travaillant avec les réfugiés? Est-ce que vous prenez ça en considération, ou bien vous pouvez prendre en considération parce que vous considérez s'il y a des analyses et des études qui ont été publiées et menées dans ce sens? Dernière chance pour lever la main pour une question avant de... Donc, pour répondre pour les panélistes, pour donner un peu de temps, donc je donne la parole aux panélistes pour répondre.
jeune homme qui a posé la question a quitté l'auditoire. Donc ce que je vois, mon monde est strict sur la Syrie. Je ne peux pas donner mon opinion. Mais si je vais essayer de prétendre que mon collègue est venu ici, ce qu'il est en train de dire chaque jour, c'est honteux que plusieurs États membres, plusieurs démocraties ont coupé leur soutien à l'UNRWA. L'un de mes collègues commissaires, pendant des ans, et qui habite à Gaza, c'était honteux. Les fonctionnaires de l'UNRWA avaient des connexions avec l'organisation Hamas. Et Francesca a été choquée pour ça. Donc le deuxième point, c'est les décisions absurdes par le Parlement d'Israël qui caractérisent l'UNRWA en tant qu'organisation qui ne peut pas être tolérée sur le territoire du pays, qui va arriver en termes de l'opération de l'UNRWA. Je peux rien dire. Et ce n'est pas lié au principe, mais c'est l'un des rapporteurs les plus courageux aux territoires palestiniens occupés. J'ai essayé de donner une réponse. Donc, si je peux la relier, l'une des spécificités dans notre région que nous avons une tierce partie qui traite la question de déplacement. À chaque fois, les pays occidentaux et certains arabes sont responsables ils ont une responsabilité intéressante pour aborder cette problématique de la protection des droits de propriété. Ils sont obligés à apporter des remèdes avec le gouvernement dans la région pour restituer les logements qui ont été pillés et démolis. Merci. Peut-être je vais parler de la question du jeune homme Salah. Le principe de Pinheiro, le deuxième occupant, le principe protège le droit de deuxième occupant dans le cas du Soudan, comme vous avez déjà mentionné. Ça va former certains mécanismes en termes de déplacement. Les gens déplacés hors de leur propriété ou bien vers des zones où ils n'ont aucune accessibilité pour leurs droits, pour renforcer leurs droits. Donc ils ont le droit pour le logement, pour répondre à un besoin immédiat. Donc pour sont protégés, ces deuxièmes occupants sont protégés pour le fait qu'ils ont droit pour logement, mais pas pour le fait qu'ils réclament la propriété, mais ils ne sont pas propriétaires. Donc, même si le premier propriétaire revient, donc ils n'ont pas le droit, ils gardent toujours le droit de la propriété, quelle que soit cette propriété. Donc les droits internationaux et les droits coutumiers et les législations nationales, nous sommes conscients que c'est une position inconfortable, soit être
soit être à côté du droit ou bien à côté du gouvernement. Donc c'est une position où je pense que tout ce que vous faites, vous êtes vous avez tort. Donc je pense que c'est là où le book le livre de MENA fournit des principes qui peuvent aider à mettre en œuvre les dispositions du droit international et protéger les lois, et plutôt protéger les droits des personnes qui nous faisons le maximum pour défendre la réalité qui peut être moins parfaite que le principe en elle-même. Je vais continuer de ça. Je ne pense pas que j'ai une question spécifique, mais j'aimerais compléter ou bien rajouter des informations supplémentaires en lien avec ce que Ambeta vient de signer. Le fait, c'est le lien entre les aides humanitaires et le développement sur le long terme et les interventions de durabilité. Ce sont la plupart des cas d'études ont souligné la clé, c'est le travail intersectoriel. C'est par exemple, il faut essayer de faire le lien entre les activités humanitaires et aussi avec d'autres activités. C'est comment on fait le lien et on tisse le lien entre les mouvements en pensant aux activités humanitaires pour assurer et plutôt pour considérer les droits des communautés hautes et les droits des réfugiés et des ATP et les avoir dans le même niveau de considération pour éviter davantage de conflits. Parce que par la suite, vous aurez à asseoir la paix. Donc, nous avons des documents. Il y a des solutions pratiques. Ces ont été consultées avec des différents dépositaires d'enjeux, donc et différentes communautés pour assurer la sécurité alimentaire et la productivité de la terre. Comment on considère pour la sécurité. Donc, le travail intersectoriel que vous avez tous mentionné, le développement humanitaire et l'accès à la paix, c'est ce dont on a besoin à la région MENA durant le conflit et post-conflit. Merci. Je suis d'accord totalement. Concernant la question du changement climatique, ça doit être un impact massif pour les gens en déplacement. Je ne sais pas son histoire, mais je sais qu'il y a un travail qui a été fait dans ce sens. Une tentative pour essayer de faire face aux impacts du changement climatique. Nous devons travailler sur cette solution. Il y a quelque chose c'est l'impact du changement climatique. C'est quelque chose qu'on est en train de changer de manière substantielle. Est-ce qu'on a besoin de mesurer l'impact? C'est le lieu où vous voulez revenir et a été inondé ou bien a subi des changements à cause des catastrophes naturelles. Donc on doit réfléchir à ce point. Donc Ambeta a dit que l'une des zones de travail les plus importantes, c'est la responsabilité et les résolutions et soutenir les mécanismes et renforcer les capacités et fournir des solutions effectives et efficientes. Donc, on ne peut pas aller à la maison chez nous en termes de sécurité, mais donc
on doit s'assurer que tout le monde jouit de son droit de propriété pour éviter les conflits, que ce soit avec les pilleurs ou avec les occupants. Donc le développement durable, on pose la question où ça commence et où ça finit. Donc on essaie d'être conscient de tout ça et s'assurer que nos interventions soient avant ou bien dans le futur. Donc s'adapter au contexte et faire des études, des analyses pour encourager que les analyses prennent en considération et de manière très sérieuse tout ce qui arrive dans les zones de conflit et de crise. Donc on cherche à savoir que les liens sur lesquels on parle pour assurer la sécurité alimentaire. Donc on appelle pour des bonnes relations et pour relever les défis. Et merci Jim, merci l'ensemble des panélistes et l'auditoire pour cette discussion très intéressante. Ce n'est que le commencement. C'est une invitation ouverte pour travailler ensemble et pour s'engager pour améliorer la situation. Et aussi, les gouvernements doivent avoir la responsabilité, assumer la responsabilité pour aller de l'avant. Et c'est comment l'approche de l'être humain est basée. Donc le rôle des femmes, le rôle des communautés hautes, les changements climatiques, que l'impact des changements climatiques affecte les solutions à prendre. Et aussi, donc, comment faire pour ceux qui sont marginalisés ou pour des situations vulnérables. Donc, entre autres, les problématiques liées aux réfugiés. Donc on doit se concentrer sur ce travail pour assurer et garantir les droits de ces gens. On peut aller de l'avant, mais je vous remercie pour cette opportunité. On va continuer au niveau des couloirs avant de passer aux d'autres opportunités. Et merci les interprètes pour avoir facilité la communication et la compréhension des messages. Je vous remercie tous ensemble.